Si je devais parler de moi, Abu Bakr Mohammed ibn Yahya ibn al-Saïg ibn Bahia, mon nom véritable, alors que les chrétiens me connaissent sous celui d'Avem Passé, je dirais sans crainte de me tromper que depuis toujours, j'ai été enclin à la réflexion. Je ne trahis pas la vérité si j'affirme, notamment dans ma présente maturité, que méditer et approfondir le sens voilé des choses me comble plus que de m'impliquer dans les événements de la vie mondaine. Mais cette tendance à philosopher n'a pas rendu ma vie moins agitée. Tout au long de ces 50 années, j'ai cultivé diverses aptitudes du corps et de l'âme. Et pour cela, on m'a toujours remarqué. En mathématiques, en géométrie, en astronomie, en musique et en poésie, mais aussi en médecine. Et notamment en philosophie, où je trouvais peu de rivaux à ma mesure. Allah, le miséricordieux, me pardonne mon manque de modestie. Je n'ai pas hésité non plus à me plonger dans les vertigineux tourbillons qui naissent de l'ambition humaine. Tourbillons qui m'ont entraîné jusqu'à l'exil, ici à Fès, si loin de ma chère Saracousta natale. Peu avant la prise de Saracousta par le roi Alphonse Ier d'Aragon et de Pamplune, j'avais été obligé de l'abandonner pour me réfugier dans la ville musulmane de Játiva. Cependant, je n'y ai pas reçu un très bon accueil, puisque lors de mon arrivée, j'ai été fait prisonnier pour des raisons politiques. Heureusement, ma période de réclusion a été courte, même si j'ai été forcé à quitter la ville. J'ai été à Almeria et à Grenade, y exposant mes expériences comme médecin, ainsi que mes idées philosophiques. Ceci m'a toujours attiré autant d'honneur et de louanges que de jalousie et de mépris. Postérieurement, je suis parti à Oran, et finalement à Fès, où je n'ai pas non plus manqué d'ennemis. J'estime que la cause qui me conduisit à l'exil est la même que celle qui entraîna le puissant califat de Cordoue à la décadence. Cette mesquinerie qui finit par rendre irréconciliables nos différents points d'intérêt, nos divergences politiques ou les diverses croyances religieuses ou philosophiques. Mais ce n'est pas pour cela que je dois oublier la prospérité que l'arrivée des dynasties fondant et étendant les royaumes d'Al-Andalus a rapporté aux fécondes terres hispaniques. Même si à l'origine Al-Andalus n'était qu'un territoire régi par un émir dépendant du calife oriental, rapidement Abderrahman III, un de ces émirs, se proclama calife, dirigeant politique et religieux, libérant ainsi Al-Andalus de la domination de l'Orient. Mes ancêtres apportèrent de nouvelles techniques de culture agraire, de nouveaux systèmes d'irrigation afin de mieux exploiter l'eau, des coutumes plus appropriées et raffinées, ainsi qu'une nouvelle langue et une nouvelle religion. Et attirés par sa prospérité et sa tolérance, les hommes de science et de lettres les plus érudits, les artisans et les artistes les plus reconnus, arrivèrent progressivement au nouveau califat. Cette sagesse n'a pas seulement voyagé au travers des esprits des scientifiques et des philosophes, mais aussi grâce à un nouveau support, le papier. Son bas prix, comparé au très cher parchemin utilisé par les chrétiens, lui permit de pourvoir les rayons des bibliothèques de Cordoue de plus d'un demi-million de livres.
Avec le temps, les conflits et les luttes sanglantes intermusulmanes desserrèrent les liens qui unissaient Cordoue avec l'une des plus puissantes villes de la péninsule. À tel point que plusieurs d'entre elles s'émancipèrent du califat de Cordoue, fondant leur propre royaume, Taïfa. Parmi les royaumes de Taïfa se distinguait celui de Sarakusta, dont les domaines embrassaient un large territoire. Le grand avantage des souvenirs est que chacun est libre de se délasser dans ceux qu'il préfère. C'est peut-être pour cela qu'il est pour nous si facile de nous plonger dans les doux et langoureux plaisirs de la nostalgie. Ma condition d'exilé me condamne à me remémorer un passé plus gai. Mais il y a aussi des signes tangibles qui érigent des ponts vers mon passé à Sarakusta. Puisqu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup des courants artistiques qui règnent au nord de l'Afrique proviennent de cet endroit. Et curieusement, d'autres villes de la péninsule. Il n'y a qu'à voir les particularités de l'agrandissement de la mosquée de cette ville de Fès, endroit où je me rends souvent dans le but de prier et de revoir au travers de ses ornementations celle du splendide palais de l'Al-Shafeliya que j'ai foulé tant de fois lorsque j'habitais à Sarakusta. Même si le passage du temps estompe les souvenirs, lorsque la ville qui autrefois m'appartenait revient à ma mémoire, elle surgit comme une image claire et indélébile, une vision limpide et précise, peut-être liée à ma passion pour la géométrie, et je l'évoque bien souvent avec un intense plaisir. L'antique ville Césaracosta Visigoth, qui accepta de bon gré la culture islamique, fut rebaptisée sous le nom de Sarakusta. Profitant d'une bonne partie de l'ancienne structure romaine, la Médina al-Baïda surgit, et jouxtant les tours des églises chrétiennes, apparurent les minarets des mosquées. Favorablement placée à proximité des trois fleuves, riche en palais et en bains, la ville était si florissante et attirait tellement de gens que la Médina fortifiée se révéla rapidement insuffisante. De ce fait, les grands faubourgs extramuros se développèrent. Quelques-uns étaient entièrement consacrés aux industries les plus diverses, comme la maroquinerie ou la fabrique des épées. Jamais les anciens habitants n'ont été obligés de se convertir à l'islam. Les chrétiens et les juifs demeuraient dans leurs quartiers respectifs, cohabitant en paix avec leurs nouveaux seigneurs et les dénommés muladi, ces chrétiens convertis. Auprès des immenses portes d'entrée de la ville se trouvait leur vaste cimetière. Dans les terres qui l'entouraient, aux côtés des fertiles potagers, poussaient généreusement les arbres fruitiers, le blé, l'orge, la vigne et les oliviers. À l'époque de l'apogée de la taïfa de Sarakusta, on bâtit l'Al-Jafeliya aux alentours de la ville. Mi-forteresse et mi-palais, l'Al-Shafeliya revêt le caractère frontalier, ouvert et cultivé de la Sarakouste de l'époque. La ville blanche accueillait les intellectuels qui fuyaient l'intolérance qui dominait les autres villes musulmanes après l'effondrement du califat de Cordoue. Les centres d'enseignement proliférèrent jusqu'à ce qu'un puissant groupement de libraires se développe. Mais les nouveaux royaumes musulmans n'ont pas eu d'inconvénient à se battre de façon sanglante, afin de lutter contre les taïfas voisines, s'alliant même à certains des royaumes chrétiens frontaliers devenus très puissants. Ainsi, les gouverneurs de la ville
n'ont pas hésité à demander les services de guerriers comme le Cid, qui combattit auprès des rois musulmans à plus d'une occasion. Je puis le certifier, puisque mon père, qui était un orfèvre très réputé, reçut une commande du roi Al-Muqtadir, désireux de combler le guerrier chrétien. À cette époque-là, j'étais tout entier voué à ma passion pour la philosophie, plongé dans l'étude des pensées profondes et aiguës d'un philosophe, Aristote, qui avait vécu à une époque très ancienne, dans la lointaine Grèce. Ces pensées me parvinrent grâce à des manuscrits cachés que j'avais divulgués à mes étudiants et confrères, éveillant leur intérêt et, chez quelques-uns, leur admiration. C'était une des périodes les plus heureuses de ma vie, car je voyais comment mon travail et mes enseignements s'enracinaient dans la Saracousta musulmane et façonnaient la pensée philosophique la plus féconde de l'époque. Je me suis également consacré à la médecine et à toutes les branches du savoir que mon intellect pouvait embrasser, sans pour autant négliger la pratique de mes prédispositions pour la musique, même si l'on m'a aussi critiqué pour cela. Finalement, je dois bien l'avouer, je n'ai pas su renoncer aux opportunités de prospérité offertes par la politique. Avec l'arrivée des Almoravides, j'ai obtenu un important poste de vizir, grâce à la désignation du nouveau gouverneur, Ibn Tifilvit. Sous son autorité et protection, j'exerçais d'hasardeuses fonctions diplomatiques grâce à ma position privilégiée. Mais mes privilèges s'évanouirent rapidement suite à la mort de mon protecteur. Quelques-uns de mes ennemis, plus proches des nouveaux gouverneurs que je ne pouvais l'être, m'ont accusé d'être un hétérodoxe, car j'avais proposé dans mes livres et mes enseignements des interprétations logiques aux connaissances de la foi. D'autres m'ont même accusé d'hérésie, parce que selon eux, j'avais nié l'existence de la vie après la mort. Et tout ceci parce qu'une fois, j'avais affirmé que le bonheur n'existait que dans cette vie. Et comme si ce n'était pas suffisant, suite à des rumeurs concernant la possibilité d'un assaut des chrétiens contre la ville, ma situation s'aggrava si vite que je fus obligé de fuir Saracousta de façon précipitée. Afin d'empêcher la destruction de mes manuscrits, ou pire encore, que les nouveaux gouverneurs les retournent contre moi, j'ai décidé que ce n'était pas prudent de les emporter lors de mon voyage à Chativa, où je pensais me réfugier. Je m'étais figuré qu'ils ne seraient pas non plus bien accueillis là-bas. Ainsi, la veille de mon départ, j'ai décidé de les confier à celui qui avait été mon ami d'enfance et camarade d'école, Saïd Al-Hassani. Curieusement, le souvenir le plus vif que je garde aujourd'hui de ma ville ne provient pas de ses luxueux palais, ni de ces murailles dressées qui entouraient la Médina, mais de l'événement que j'ai vécu lors de mon dernier jour à Saracousta, dans le faubourg des Sinaya, où mon ami Saïd Al-Hassani exerçait la greffe. Si limpide est mon souvenir, que je ne dois faire aucun effort pour revivre cette partie de ma mémoire. Accompagné d'un de mes domestiques et portant mes plus précieux manuscrits, je franchis secrètement la muraille et je pénétrai dans le faubourg.
Je savais que Saïd Al-Hassani s'occupait de ses clients dans le petit magasin de nattes de son frère et qu'il m'attendait, car il avait été averti de mon arrivée. Saïd Al-Hassani avait grandi et joué avec moi lorsque nous étions enfants, et il me vouait une fidélité fraternelle et absolue. Il s'occuperait de garder mes manuscrits, et plus tard je chercherais la façon de les récupérer, une fois les circonstances plus propices. Cependant, le magasin était un endroit trop fréquenté pour cacher quelque chose de compromettant. Saïd me pressa de laisser les manuscrits chez lui. Nous retournâmes sur nos pas, tournant autour de la maison du propriétaire des magasins. Je déduisis que son marché était florissant, car le sol de sa demeure était fait de pavés et non pas de vulgaires briques. J'imaginais aussi que sa cour était agrémentée d'une belle fontaine, ou au moins d'un bassin. Saïd nous guida vers sa maison, située non loin. La demeure de Saïd ressemblait à la plupart des maisons du faubourg. Une entrée en angle préservait l'intérieur des regards indiscrets provenant de la rue. Au bout d'un petit couloir, on trouvait le foyer, où habituellement sa femme faisait à manger. Elle était dans la cour. À ce moment-là, le son d'un luth qui s'échappait de la terrasse parvint à mes oreilles. Surpris, je découvris qu'il s'agissait de Moumina, la fille la plus jeune de Saïd. Je gardais un léger souvenir d'elle lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Les années s'étaient écoulées autant pour elle que pour moi, mais avec des résultats manifestement différents. Ma surprise grandit au fur et à mesure, car la jeune fille connaissait non seulement la raison de ma visite, mais aussi le contenu de mes manuscrits, et qu'elle allait de plus veiller sur eux. Aussitôt, elle me pria de les lui montrer. Rapidement, je découvris que Moumina ne possédait pas seulement du talent inné pour la musique. Sans m'en rendre compte, je me retrouvais absorbé dans un débat sur ce qui semblait la fasciner le plus. Mes dissertations sur Aristote. Oubliant l'instance de ma visite, je continuais ma conversation avec Moumina, qui témoignait aussi un grand intérêt pour les plus abstruses notions mathématiques et astronomiques. Cette inespérée complicité intellectuelle réveilla aussitôt un sentiment plus profond et irrationnel. Ma sympathie pour Moumina commença à jaillir du plus profond de mon cœur, et l'on aurait dit que j'étais avidement absorbé par ses brillants yeux. Sans m'en rendre compte, les passionnés échanges philosophiques devinrent de chaleureux emportements poétiques. Surtout lorsque je découvris que Moumina dominait aussi les subtils arts de la versification. Elle matérialisa cette habileté en beaux poèmes, comparables aux meilleurs que j'avais écrits auparavant, et qu'elle connaissait et déclamait à mon grand plaisir, à la perfection.
Cette nuit-là, je souffrais plus que jamais de devoir m'éloigner de Sarakusta. Mais je dois aussi avouer que pendant ces moments-là, quelques heures avant mon départ, l'inespérée complicité de la si intelligente Moumina m'avait plus réconforté que toute la reconnaissance que j'aurais pu obtenir des savants les plus consacrés. Qu'Allah me confonde si ce que je dis n'est pas vrai. Il s'est écoulé plus de 20 ans, et maintenant je suis persuadé que jamais je ne retournerai à Sarakusta. Les rares nouvelles qui me parviennent de cet endroit ne sont pas très encourageantes. Aujourd'hui, j'ai appris que celui qui m'était cher comme un frère, Saïd al-Hassani, était mort quelque temps après l'arrivée des chrétiens dans la ville. Qu'Allah l'accueille à sa droite. Je n'ai rien entendu concernant l'éblouissante Moumina, ni les manuscrits que je lui avais confiés. Je sais malheureusement qu'il n'arrive pas souvent que les idées et la connaissance coulent placidement d'un endroit à un autre, ni d'une époque à une autre. Elles se transmettent plutôt en suivant des parcours tortueux et accidentés, marqués la plupart des fois par de dramatiques avatars imposés par la guerre et la politique. Ce sont les mêmes hasards de parcours que nous, les hommes, devrons emprunter afin de combler nos ambitions ou afin d'empêcher un plus grand mal. Tel fut mon cas. Mais pour moi, tout appartient déjà au passé. Souvent, j'imagine que ce faubourg-là a été dévasté par la guerre ou par le simple écoulement du temps. À d'autres occasions, en me remémorant l'éclat du regard de Moumina, je rêve que mon histoire effacée et le savoir oublié à Sarakusta, ma ville, renaîtront de façon inespérée, à n'importe quel moment. Thank you.